Bon. Non, bah, on peut regarder quelques patients. Un ou deux supplémentaires. Ça Alors, tu nous donnes les... Tu as les dossiers là parce que s'il y a des questions. Vous voulez qu'on ouvre sur votre Oui, sur votre site? celui que tu as chargé, Pascal. Par contre, il faudrait que vous me donniez le nom du patient, que je me rappelle comment ça fonctionne déjà. Là, Je l'ai mis M. Belcafouf en premier. là, je suis connecté. Pour le moment, je les cherche. Mais tu as tout sur les... Attends. Tu as tout sur les... Ça, c'est bon, ça. Non, c'est le mien. C'est le mien, mais je reconnais le bordel, c'est le mien. oui, il y a du bordel, mais je crois que c'est le mien quand même. Ah bon? Parce qu'il y a le même Il y a ici. le même bordel. Alors, le mien est mieux rangé. Quelle calomnie. J'assure que c'est pas vrai. Est-ce que vous avez un... D'abord, tu mets notre... C'est bon? Non, le Ah, pardon, le fichier. Le fichier. Le fichier à nous. Hein. C'est voilà. C'est bon. La suivante. Ça, ok, pas de problème. Voilà, Monsieur Bell. Ah, voilà. Donc, c'est un patient qui m'a été adressé par une médecin généraliste. Il a 42 ans. C'est un deuxième mariage depuis 2015 et il a une apparition brutale de son trouble. Ce n'est pas d'installation progressive, c'est d'installation brutale. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Il ne fume pas. Il est professeur de sport, donc c'est un sportif. Pas de tabac, pas d'alcool, tension artérielle normale, pas de diabète, mais il décrit simplement des sciatalgies et des lombalgies fréquentes. Donc, dans un premier temps, je ne lui ai pas fait un maxi-test. Je ne sais pas, je n'ai pas noté à combien était son IUF5. Bon, je l'ai vu il y a un certain temps, c'était en 2018, donc je ne notais pas encore tout de façon très très systématique comme on le fait maintenant. Donc, je lui avais fait une dose intermédiaire, c'est-à-dire, je lui avais fait, non, c'était presque un mini-test, puisque j'avais utilisé 50 unités de 2000 de notre produit le plus faible. Et avec cette dose de produit, j'avais obtenu une érection à 4 durable et j'avais même utilisé 2 ampoules d'éthyléphrine pour obtenir la détumescence, ce qui veut dire que c'était l'équivalent en fait d'un maxi-test, puisque donc on pouvait déjà dire avec cet examen qu'il n'y avait pas d'atteinte artérielle. Je n'ai pas là les chiffres, mais les chiffres de la vitesse systolique étaient tout à fait satisfaisants. Et bien sûr, il n'avait pas de fuite veineuse puisque j'avais obtenu une érection pour laquelle il avait été nécessaire d'utiliser 2 ampoules d'éthyléphrine. Donc, ce n'était pas du tout un malade artériel. Donc, devant quand même ces sciatalgies, ces lombalgies, je lui ai demandé un bilan neurologique et de toute façon, un bilan biologique et hormonal. La testostérone, la testostérone était à 5,77, la biodisponible à 1,65. Donc, bilan hormonal normal, un cholestérol un petit peu élevé quand même, c'est tout.
Et par contre, le bilan neurologique fait par notre neurologue a montré une atteinte neurologique N1. Je vais recalculer à 1,5 d'ailleurs. Voilà, 1,5. Voilà. Donc, Avec une prédominance sur le. Il y avait un retard au réflexe bulbo-caverneux et il y avait un retard au réflexe bulbo-caverneux, ce qui est marqué RBC là, et une vitesse de conduction du nerf dorsal de la verge très allongée. Donc, c'est donc un patient typiquement neurologique pur. Et donc, je lui ai proposé, donc ce patient qui ne réagissait pas bien aux IPDE5, donc je lui ai proposé des auto-injections qu'il a très bien acceptées. Et donc, à l'heure actuelle, il se pique avec 20 unités du produit le plus simple, c'est-à-dire l'équivalent de 8 mg de papaverine à peu près, qui lui permettent d'avoir des érections de qualité avec lesquelles il fonctionne très bien. Quand même, là-dessus, je lui ai quand même dit que cette atteinte neurologique était quand même préoccupante, surtout pour un professeur de sport. Et donc, j'ai demandé à la fois une IRM des cervicales et une IRM des lombaires, et donc qui a montré une discopathie étagée avec un rétrécissement C5, C6 au niveau cervical, et au niveau de l'IRM lombaire, il y avait aussi une atteinte, mais que je n'ai pas notée. Et donc, récemment, je lui ai quand même conseillé d'aller consulter un neurochirurgien et qui a constaté qu'il y avait quand même une compression médulaire cervicale. Et donc, je pense qu'il va l'opérer et l'intervention est prévue pour le mois qui vient, je pense. Voilà. Donc, c'est vraiment un profil tout à fait particulier, mais comme quoi une dysfonction érectile peut amener à mettre en évidence des pathologies rachidiennes importantes, et surtout chez ce patient qui a quand même une profession où il faut qu'il soit en bon état. Et donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des... La question posée, c'est... on voit, enfin la question posée, oui, qu'on se pose, c'est qu'on voit de plus en plus fréquemment, à force d'explorer les malades et les explorer complètement, quand on les interroge et quand on a ces profils non vasculaires et non hormonaux, comme c'est marqué là-haut à 0, V0, H0, pas de dysfonction endothéliale vraiment importante. On a deux craintes chez les sujets de cet âge-là. Premièrement, est-ce qu'il y a une pathologie de compression comme on vient de la trouver? Et là se pose la question qu'on discute avec le neurochirurgien. Et jusqu'à maintenant, on était très frileux de poser une indication opératoire sur la vue uniquement d'une dysfonction érectile. C'est quand même pas une chirurgie anodine. Ça, c'est la première chose. Donc, mais on est quand même frappé par quelques exemples de lever des obstacles médulaires qui entraînent une amélioration de cette dysfonction érectile. Donc, la question va se poser de plus en plus. La deuxième question, quand on trouve des lésions isolées, électromyographique, puisque c'est ça qu'on trouve et pas d'autres causes. Est-ce que ce n'est pas un premier signe d'une sclérose en plaques? Voilà. Et donc là,
on a interrogé notre neurologue qui dit qu'il faut faire des IRM avec injection pour voir des signaux minimes au niveau médulaire qui feraient penser qu'on est dans un stade précurseur d'une sclérose en plaques. Donc tout ça, c'est pour dire que la dysfonction érectile peut amener à discuter beaucoup de pathologies et qu'il ne faut pas se contenter de dire c'est dans la tête. Voilà. Alors, ce qu'il y avait chez ce patient qui pouvait dès le départ, et donc là c'est de la sémiologie, faire penser à une atteinte neurologique, c'était l'installation brutale de la dysfonction érectile, d'une part, et sa réaction très forte à mon injection. Parce que j'avais injecté très peu de produits et il avait eu une érection qui avait duré très longtemps, que j'avais été obligée de faire retomber. Donc, c'est deux signes en faveur d'une atteinte neurologique. Et ça, c'est l'expérience clinique des pathologies médulaires évidentes, et en particulier des traumatismes, des dysfonctions érectiles chez les paraplégiques ou les tétraplégiques, où on obtient une érection pratiquement avec la quantité minimale de produits. Et on risque de déclencher une érection bloquée chez ces patients. Donc, dès qu'on a maintenant une réponse hyper importante avec des faibles doses de médication vasoactive, on s'oriente vers une étiologie neurologique où on la subodore. Voilà. J'ai juste des commentaires ou ceux qui sont en visio également. Michael. Marc. Sur le, en fait, c'est pas tellement sur l'indication chirurgicale de la compression médulaire, mais en fait, je suis assez étonné du niveau de compression. En C4, C5. Alors, il en a deux de compression. Il en a une cervicale, ouais, et il en a une lombaire aussi. C'est ça. Mais donc, du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que sa dysfonction érectile est plutôt, finalement, c'est la symptomatologie, c'est le reflet de sa compression, oui, au niveau lombaire? Certes, mais le neurochirurgien a estimé qu'il devait intervenir aux deux niveaux, parce que la compression médulaire C5, C6, à mon avis, est plus dangereuse. D'accord. Étant donné son activité professionnelle. Mais finalement, la C4, C5, oui, la cervicale, en fait, elle n'a rien à voir. Non. Si elle était isolée, ouais, peut-être quand même. Et aussi parce que c'est plus compliqué, je suis d'accord. Est-ce que ça peut modifier le tonus sympathique parasympathique? Oui, bien sûr. Et oui. Bien sûr. Et oui. Oui. C'est pas directement les nerfs de l'érection. Je veux dire, c'est pas immédiatement les. Mais le potentiel somesthésique évoqué, ça dit sur le potentiel somesthésique évoqué. Et est-ce que justement par rapport à ces temps de latence, on peut localiser le niveau de l'atteinte, en fait? Parce que normalement, si on a envie d'être un peu plus précis, est-ce qu'on peut être plus précis à l'heure actuelle, justement sur les potentiels évoqués? Alors, attendez, je vais te répondre. Alors. Je vous rappelle que l'exploration neurologique porte sur la vitesse de conduction sensitive, le réflexe bulbo-caverneux, les potentiels évoqués somesthésiques. Alors, la réponse est latence du réflexe bulbo-caverneux normale pour des stimulations fortes, prolongée pour des stimulations moyennes en intensité. Vitesse de conduction sensitive sur le nerf dorsal de la verge, limite. Et latence des potentiels évoqués somesthésiques corticaux, normale, mais amplitude réduite et aspect étalé. Donc, il y avait quand même une atteinte au niveau des potentiels évoqués somesthésiques. C'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais là, à mon avis, le neurochirurgien a vu déjà à l'IRM des compressions suffisamment importantes pour qu'il juge qu'il devait le faire, quelle que soit la dysfonction érectile, à mon avis. J'ai découvert l'examen systématique. Est-ce que ça vaudrait le coup? Parce que là, je ne sais pas si l'EMG a été réalisé avant l'IRM médulaire. Avant. Oui, oui. Est-ce que ça vaudrait le coup de revoir avec celui qui l'a fait les résultats de l'EMG avec la localisation des lésions de l'IRM?
Est-ce que ça entraîne Oui, Ouais. alors ce qui sera intéressant, bien sûr, c'est de revoir ce patient ultérieurement. Parce que moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est si quand il aura été opéré, disons 2-3 mois plus tard, il récupère des érections spontanées de meilleure qualité. Je vous donnerai la réponse dans quelques mois. Donc là, du coup, le neurochirurgien va l'opérer à la fois des cervicales Oui. et aussi Oui. au niveau. J'ai revu le patient il y a 2-3 jours, il venait chercher du produit. Il m'a dit, je vous remercie beaucoup et le chirurgien va me faire les 2 interventions. Ok. Donc, L'une après l'autre. Pas les deux fois. ouais. Bah, est-ce que justement, est-ce que ce serait pas opportun de, justement, vu qu'il va le faire en saccadé, de lui refaire un UMG entre les deux, en fait. Après les premières, oui. Après la première intervention, puis après la deuxième intervention. Ça serait intéressant pour nous pour bah, pour comprendre, affiner en fait. notre. Oui. Bah, justement, ça permettra de savoir si le niveau de la lésion au niveau médulaire correspond à la dysfonction érectile. Oui, absolument. Mais je suis d'accord, c'est peut-être pas l'examen Voilà. qui a fait un stématique. Bon, donc c'était quand même un dossier tout à fait différent des autres, mais très intéressant. J'ai juste une question, Hélène. Oui. Oui, c'est Fadi à l'appareil. J'ai une question par rapport à ce patient sportif. Le traitement Péros avait été complètement inefficace ou bien il ne l'avait pas pris? C'est marqué là-haut. Non, le traitement Péros n'était pas assez efficace. Est-ce que cette inefficacité peut orienter aussi vers une cause neurologique ou bien? Oui, absolument. Ça fait aussi partie de la sémiologie. Oui. D'accord. Absolument.